Ok, donc a priori c'est bon. Donc, écoutez, bonjour à tous. Ravi pour cette heure qu'on va passer ensemble sur la loi de finances 2024. Donc je me présente, Jérôme Grelier. Moi, je suis expert comptable au sein du groupe TGS France et je suis basé sur Angers. Et puis Christopher Silly, avocat, cabinet TGS France Avocat. Voilà. Donc, on va prendre 3 quarts d'heure avec vous pour vous présenter les principales mesures de la loi de finances. Et avant de démarrer, donc, alors ce sera en plusieurs parties, hein, donc un préambule, un point sur la fiscalité des particuliers, fiscalité des entreprises et puis quelques autres mesures. Et donc en préambule, Christopher, je te laisse oui, démarrer. Les chiffres clés du budget. Un déficit cette année de 172 milliards en 2023. Et il avait été projeté un déficit à 150 milliards. Et puis, vous êtes au courant comme moi qu'il y a eu quelques événements internationaux et l'inflation qui ont fait qu'on a revu le budget à 172 milliards. Celui estimé en 2024, donc qui est revu plutôt à 145 milliards. Alors, vous remarquerez, hein, c'est à chaque fois des déficits, on va y revenir. La charge de la dette, alors ce qu'on appelle la charge de la dette, c'est les intérêts d'emprunt que l'on paye au marché financier pour financer l'État français. Nous sommes à peu près à 55 milliards avec une estimation à 70 milliards. J'y reviendrai. Et aussi, pour vous donner un peu un ordre d'idée, le taux d'emprunt que pratique aujourd'hui la France sur le marché financier, moyen-long terme, on est à 2,95 lorsque, vous voyez, sur les périodes 2009-2021, on était sur un peu plus d'1%. Et sur les périodes fin des années 90, début des années 2000, on était sur 4,15. Donc évidemment, on va le voir après, tout ça fait que en ce moment, contrairement à ce que l'on entend, les finances publiques sont tendues. Je dis contrairement parce que on nous annonce encore des baisses d'impôts. Il n'y a pas forcément de revue de dépenses, puisque au contraire, hein, l'État français dépense toujours plus. Les recettes fiscales n'augmentent pas. Donc, ça nous fait dire que dans les années à venir, on risque quand même d'avoir un retour de bâton. Et pourquoi ce retour de bâton? Vous voyez, on va vous le mettre dans le slide d'après. Ça, c'est le déficit. Je passe à peu près 500 milliards de dépenses en France. Vous voyez, sur le côté droit, on a les différentes recettes, la TVA étant la principale recette en France, suivie de l'impôt sur le revenu. L'impôt sur les sociétés est resté très bas. Pourquoi? Parce que vous savez qu'on est passé d'un taux d'IS de 33% à 25%, donc forcément une baisse de rendement. Et puis les quelques taxes que vous connaissez aussi, taxes sur les carburants, taxes sur l'électricité qui va revenir. Bref, tout ça fait que vous avez une partie au droit qui est en blanc, qui correspond au déficit qui est aux alentours de 150 milliards par an en ce moment. Alors pourquoi je dis ça peut poser problème dans les années à venir? Ce schéma qui vient de l'INSEE, mais qui aussi, vous retrouverez sur le site des Échos, qui a créé une page dédiée sur les dépenses publiques. Vous avez deux choses sur cette image. Vous avez le déficit de chaque année. Donc vous voyez que dans les années 80, enfin jusqu'en 1974 plus exactement, il n'y avait pas de déficit. Le budget était équilibré. On avait autant de recettes que de dépenses. Puis en fait, on a vrillé. Alors on a 3 zones. On a la zone des années 90 où il y avait une crise un peu économique, chômage, etc. Et donc l'État avait relancé. Et donc on a nos premiers gros déficits qui montaient à 70 milliards par an. Puis c'est retombé dans les années 2000. Et puis on est reparti dans les années 2009, 10, 11, qui correspond à la crise financière et notamment suite à la chute de Lehman Brothers. Et donc là, on a tapé un seuil à 140 milliards de déficit. Et puis le summum, vous connaissez, le Covid, où on a été tapé plus de 200 milliards de déficit sur une seule année. Évidemment, ces déficits, ils sont jamais comblés et donc ils s'accumulent. Sur la ligne rouge, vous avez le montant de la dette, c'est-à-dire ce que doit l'État français aujourd'hui, je résume, au marché financier, à ses créanciers. Et donc, on a atteint cette année, je crois qu'on a frôlé ça à l'automne, on a atteint le seuil des 3 000 milliards de dettes. C'est-à-dire, vous voyez, la courbe rouge, elle s'enflamme autant que s'enflamment les déficits de chaque année. Parce que, évidemment, quand vous faites 200 milliards en 2020 de déficit, on n'a pas l'argent, donc il faut l'emprunter pour couvrir les dépenses.
Et évidemment, on n'a pas remboursé depuis puisqu'on n'a jamais fait d'excédent. Au contraire, on continue de faire des creux. Donc, vous voyez, c'est assez incroyable. Hein. Et quand vous empruntiez des obligations à 0,5% ou 0%, ce qui a été le cas pendant quelques années, bah, l'État français se disait c'est de l'argent pas cher, je me finance pas très cher. Regardez aujourd'hui, on commence à avoir la remontée des taux aussi pour le marché français, enfin de la dette française. Et donc, on a atteint plus de 50 milliards là pour les années 23 à 24. Et pour vous donner un ordre d'idée, on projette en 2027 70 milliards d'intérêts d'emprunt à verser sur l'exercice, enfin le budget 27, qui sera au-dessus, qui sera le premier budget de la France, puisque ça sera au-dessus du poste éducation nationale. Donc vous savez que l'éducation nationale est le premier poste en France. Le premier poste d'ici 2027 deviendra les intérêts d'emprunt, juste les intérêts, hein, même pas le capital, puisqu'on rembourse jamais, juste les intérêts. Alors une fois qu'on s'est dit ça, qu'est-ce que va être la fiscalité de demain? Bah, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a un moment, il y aura forcément soit une hausse des recettes, soit une baisse des dépenses, mais ça ne va pas pouvoir durer très longtemps parce que le risque étant que, à un moment, les marchés demandent à ce que vous, enfin, aient un peu plus peur vis-à-vis de la France, et donc on soit plus sur des taux à 1, 2, 3%, mais comme on a connu à un moment pour la Grèce, quand on pensait, ou l'Italie, quand on pensait qu'elle pouvait faire défaut, on vous commence à vous demander du 4, 5, 6%. Et là, le système s'enraye. Et là, pour le coup, vous tombez dans une crise d'austérité. Donc voilà, c'est un peu le sujet qui est aujourd'hui caché par tout le monde. Tout le monde le dit, mais en fait, tout le monde s'en fiche un petit peu. Il suffit d'écouter Emmanuel Macron encore au début de semaine où il dit on va baisser les recettes, enfin la fiscalité des classes moyennes, ce qui est très bien au demeurant. Simplement, on nous annonce encore 2 milliards en 2025. Mais vous vous dites comment on va les financer. Ça reste une énigme pour moi et je pense pour beaucoup. Donc, vous le savez, ceux qui nous suivent chaque année, on est toujours assez partisans de prendre la fiscalité d'aujourd'hui qu'on n'estime pas très élevée parce qu'on présuppose, peut-être à tort, mais on présuppose que la fiscalité de demain sera plus élevée que celle d'aujourd'hui. Tout à fait. Hein. Ok, donc ça c'était pour un peu l'introduction, je dirais, à la loi de finances. Hein. Donc on va démarrer. Donc on a fait une sélection des principales mesures, sachant que vous allez voir, on est encore une fois sur une année. Ça fait déjà plusieurs années, on n'a pas de réforme majeure de la fiscalité. Donc on a retenu, je dirais, les quelques mesures qui nous semblaient les plus intéressantes à vous présenter aujourd'hui. Donc une première partie en lien avec la fiscalité des particuliers, avec comme chaque année, je dirais la revalorisation du barème fiscal de l'impôt sur le revenu. Et compte tenu de l'inflation, je dirais comme l'année dernière, on est sur une valorisation assez forte, directement en lien avec l'inflation, puisque vous voyez ici la revalorisation du barème est de 4,8%. Avec toujours les 5 tranches existantes, de 0 à 45%. L'an dernier, la revalorisation était d'un peu plus de 5%, ce qui fait que sur 2 ans, on a 10% quasiment de revalorisation du barème. Ça veut dire aussi, voilà, un revenu équivalent, puisque en face de cette inflation, effectivement, il y a aussi des augmentations de revenus, mais c'est pas de manière générale. Mais au cas particulier, il peut y avoir aussi des revenus qui restent stables, qui ne connaissent pas forcément d'augmentation. Et du coup, la conséquence pour ces personnes-là, c'est du fait de cette revalorisation du barème, c'est une baisse de l'impôt sur le revenu. En sachant que là, pour être imposable en France, vous savez qu'il y a à peu près 60% des Français qui ne payent pas d'impôt sur le revenu. Il faut avoir grosso modo 1 500, 1 600 euros net par mois pour attaquer l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire ceux qui touchent moins de 1 500, 1 600 euros net par mois en tant que célibataires, eh bien, ne sont pas imposés. Ok, une petite précision sur le prélèvement à la source qui maintenant, je dirais, bien rodé, bien mis en place. Ça fait déjà quelques années, donc ça fonctionne plutôt pas mal, même si au début on le voyait un peu comme une usine à gaz et finalement la mise en œuvre c'est bien faite et aujourd'hui tout ça c'est acté. Une petite modification, c'est-à-dire qu'aujourd'hui dans un foyer fiscal de plein droit aujourd'hui, chaque personne du foyer fiscal avait un prélèvement à la source sur la base du taux commun du foyer.
généralisé, eh bien, avec possibilité d'opter pour un taux individualisé, eh bien, à partir de maintenant, c'est l'inverse. C'est-à-dire que de base, chaque personne du foyer fiscal est prélevée sur la base de son taux individualisé et à contrario, on peut opter pour le taux commun. Alors ça, c'est aussi pour éviter les problèmes en cas de séparation, de divorce, parce que lorsque vous aviez un taux commun, vous pouviez avoir un des deux conjoints qui se retrouvait à payer plus d'impôts à la source parce que son conjoint avait des forts revenus. Et puis après, quand il y avait des séparations, on se disait, j'aurais jamais dû payer cet impôt-là parce que moi seul, j'étais pas imposable, mais c'est à cause de tes revenus qui a fait que le foyer se retrouve avec un taux moyen de temps. Et on a vu des histoires pour lesquelles on nous a sollicité de est-ce qu'on peut demander la restitution de l'impôt que l'on m'a prélevé sur mes salaires alors qu'on n'aurait pas dû me le prélever, etc., etc. Bref, des vrais sujets, notamment lorsque vous êtes en séparation de biens. Et donc là, l'État règle le sujet en disant dorénavant, tout le monde a son taux propre. Ça évite les comptes d'apothicaire. OK. Juste une petite mesure, pas très significative, mais pour rappeler qu'il y a un crédit d'impôt qui existe en faveur de l'installation des systèmes de charge de véhicules, quand c'est fait au domicile. Donc un crédit d'impôt qui existe. Alors au-delà le petit changement, puisque avant c'était 300 €, la limite c'était 300 €, ça passe à 500 €. C'était surtout pour rappeler l'existence de ce crédit d'impôt, avec un petit changement aussi et une notion de bornes de recharge électrique pilotables, c'est-à-dire que la recharge se fait aussi sur des temps de consommation qui ne correspondent pas au pic de consommation pour délester, je dirais, un peu les pics de consommation. Le pic étant entre 18h et 21h. Donc en fait, ils veulent délester au maximum cette plage horaire. C'est pour ça qu'ils appellent ça pilotable. Voilà. Ensuite, on est ici sur la création d'un nouveau plan d'épargne réservé aux jeunes en lien avec le climat. Donc l'idée là, c'est un nouveau plan d'épargne qui peut être souscrit par les jeunes. Donc je crois qu'il faut avoir moins de 21 ans, comme c'est indiqué ici. Et du coup, c'est un peu l'équivalent d'un plan d'épargne action. C'est un mélange entre un livret, parce que vous aurez deux comptes. Vous aurez à la fois un espèce de compte espèce, donc un livret, et à la fois un compte titre. Vous pourrez, c'est comme un PEA, c'est la mélange d'un PEA avec un livret. Tout ça défiscalisé, tant dans les intérêts que vous percevrez que dans les plus-values sur les titres que vous pourriez avoir, ou sur les dividendes que vous pourriez avoir. Donc c'est mélange des deux, PEA, livret. Alors évidemment, on attend tous les décrets d'application, parce que c'est toujours pareil quand on crée des plans comme ça. Et le but étant que cette épargne soit orientée sur la transition écologique. Alors, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit aussi en introduction. Pourquoi aussi on a des déficits budgétaires? C'est que là, on est parti depuis quelques années dans une dynamique de transition énergétique écologique. Il y a énormément de mesures qui sont créées pour aller sur le tout électrique. On va le voir au fur et à mesure. On essaye d'aider les entreprises, on essaye d'aider les particuliers, on va le voir tout à l'heure avec MaPrimeRénov', et tout ça, ça coûte. On essaye de limiter la hausse d'électricité. Il y a plein de choses qui sont faites par l'État. L'État est très actif un peu sur la problématique de la transition, et ça coûte tout simplement. Et je voyais là le petit autre remarque sur quelle est l'épargne cumulée en France en contrepartie de ces déficits. La problématique, c'est que je ne sais pas vous, mais je vois mal l'État français venir prendre dans votre épargne personnelle pour aller combler le trou budgétaire de l'État français. Ça m'étonnerait que les Français soient d'accord pour qu'on aille tous leur prélever 2 000 ou 5 000 € sur leur livret A. Je pense malheureusement que ce ne sont pas des vases communicants. Donc, c'est un vrai sujet, tout ce qui est transition écologique. Vous allez voir, il y a plein de petites mesures qui coûtent un peu. Et là, ça va coûter aux finances publiques parce que les intérêts seront défiscalisés, les dividendes défiscalisés, les plus-values défiscalisées. Ouais, donc pas de fiscalité. Par contre, c'est effectivement orienté sur un public jeune, puisque notamment, il est prévu qu'à l'âge de 30 ans, ce nouveau plan d'épargne soit clôturé automatiquement. Ça compense la règle sur le PER. Vous savez, ceux qui font des plans d'épargne retraite. Jusqu'à présent, les mineurs pouvaient avoir un plan d'épargne retraite. C'est fini, ça. Cette mesure a été supprimée à compter de cette année. Et donc, en contrepartie, vous pouvez ouvrir, par contre, un plan d'épargne réservé aux jeunes. OK. Ensuite, là, on revient un peu sur les dispositifs d'investissement qu'on peut mobiliser en 2024. Alors, pas de gros changements cette année sur la loi de finances. Il y a simplement là, tout à droite, le dispositif de Normandie qui est prorogé
jusqu'au 31 décembre 2026, puisque la date de fin était prévue au 31 décembre 2023. Donc, il est prorogé, mais l'idée, c'était aussi de vous remettre ici les dispositifs qui existaient. Donc, on a toujours le dispositif principal, c'est le Pinel, donc qui concerne c'est une réduction d'impôt sur des investissements neufs dans certaines zones, avec une réduction d'impôt alors qui baisse d'année en année, puisque il y a encore quelques temps, on était sur une réduction d'impôt correspondant à 21% de l'investissement lissé sur 12 ans, et ces 21% baissent régulièrement, et on sera sur 14% répartis sur 12 ans en 2024. Bon, ça, ceux qui sont dans l'immobilier, vous connaissez très bien le sujet. Là, on enfonce des portes ouvertes. Il suffit de voir la chute des crédits immobiliers encore là, qui est sortie lundi. La chute des dépôts de permis, des permis notamment pour l'immobilier neuf. C'est toujours pareil, on a, pour ceux qui ont connu ça à l'époque de Madame Duflot quand elle était au ministère, quand on a mis en place un dispositif qui s'appelle le dispositif Duflot de son nom, la problématique, c'est que les conditions étaient tellement drastiques qu'il y a eu une chute des permis, une chute de l'immobilier neuf. Dès lors qu'en France, on n'a plus de dispositif défiscalisant intéressant, on a une chute de l'investissement. C'est mathématique. J'avais vu un schéma des 20 dernières années, voire un peu plus, je crois que ça commence à 97. Dès que vous avez un dispositif qui est moins intéressant, automatiquement, l'immobilier s'écroule dans le neuf. Et là, on arrive un peu à ça. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que le Pinel s'arrête en 24 et on n'a pas encore de nouveaux dispositifs. Alors, je donne quelque chose que vous savez peut-être déjà. Il y a une énorme loi qui est prévue pour 2024 sur le logement. On attend le nom de cette loi, mais il y a une loi sur le logement et on en reparlera tout à l'heure sur la location meublée qui va être aussi intégrée. Donc, grande loi sur le logement qui, à mon avis, ils vont être obligés de remettre un dispositif équivalent au Pinel. Alors, ça sera peut-être tourné sur des orientations écologiques, etc. Mais ils n'auront pas le choix. Ils ne vont pas pouvoir laisser l'immobilier neuf sans défiscalisation parce que les investisseurs ne viendront pas. Et donc, après le Pinel, on a le De Normandie qui est un peu le pendant du Pinel, mais sur des immeubles anciens. Oui. Et puis, Loc Avantage, c'est un dispositif qu'on ne voit pas énormément. En fait, Loc Avantage, c'est moyennant une convention avec l'ANA, c'est la possibilité d'avoir des abattements forts sur les loyers imposables, mais avec des conditions de montant de loyer bas, de ressources des locataires basses aussi. Je dirais, plus on s'engage à louer bas, plus la réduction, l'abattement est important. Mais c'est un dispositif qu'on ne voit pas énormément. Ok, un petit point sur MaPrimeRénov'. Donc, MaPrimeRénov' qui a remplacé complètement le CITE, le crédit d'impôt transition énergétique. Vous savez, il y a quelques années, on entendait parler de bouquets de travaux, etc. Enfin, c'était devenu une usine à gaz. Donc, MaPrimeRénov' a définitivement remplacé le crédit d'impôt transition énergétique. Et donc, quelques petits changements cette année. Cette notion de parcours accompagné. L'idée, c'est vraiment de travailler sur des rénovations, je dirais, importantes, d'ampleur, vraiment pour aller chercher des économies d'énergie et en lien avec le sujet climat. Donc l'idée ici, c'est vraiment de privilégier ces parcours accompagnés avec des personnes indépendantes qui accompagnent le contribuable, je dirais, sur la réalisation de ces travaux. Bon, là, en la matière, il faut pas rentrer dans le détail technique. En fait, le système est relativement bien fait. Vous allez sur le site, vous présentez votre projet et en fait, le site vous indique en retour quels sont le montant des aides. C'est vrai que quand vous regardez le dispositif dans le détail, certains contribuables, notamment des non imposables, qui se retrouvent à aller faire des démarches de rénovation globale de leur logement, on peut aller sur des sommes, alors c'est des cas extrêmes, mais jusqu'à 70 000 euros de prime rénov'. Et donc, le but, là aussi, c'est pour ça que ça coûte cher à l'État, tout ça, c'est que l'État veut aider les plus modestes à faire des travaux de rénovation pour accélérer cette transition écologique. Parce qu'on a tous bien vu au démarrage que on avait des professionnels du bâtiment là dans les lois de finances que l'on fait pour nos clients en physique qui nous disent attendez, ça coûte, faut de l'argent, etc. Les plus modestes ne pourront pas suivre. Donc là, ils adaptent MaPrimeRénov' aussi en disant puisque c'est comme ça, l'État va mettre un peu plus pour les plus modestes et avec des sommes qui peuvent aller jusqu'à 70 000 euros. Donc c'est gigantesque.
là encore, ça va pas aider les déficits budgétaires des années à venir. Mais n'hésitez pas à aller sur le site et selon les codes couleurs que vous aurez, parce que vous avez des codes couleurs selon vos revenus, on vous donnera le montant des aides C'est ça, 70 000 euros, et pour les revenus très modestes, ça peut représenter 90% de l'investissement. C'est énorme. Donc ça peut être assez énorme. On avait quelques chiffres aussi sur ce dispositif depuis 2020. Donc les chiffres qu'on avait, c'est 2 millions de logements rénovés depuis 2020, avec 210 000 rénovations globales, donc des rénovations lourdes. Un montant des aides qui commence à chiffrer un peu, puisqu'on arrive à plus de 8 milliards d'euros d'aides depuis 2020. Voilà. Et puis, des économies d'énergie en lien avec ces travaux, qui sont estimées, je dirais, à l'équivalent de la consommation annuelle de Paris et Lyon. Donc, avec aussi quand même des vraies améliorations de consommation énergétique. Voilà pour les quelques dispositions qu'on a sélectionnées sur la fiscalité des particuliers. On bascule sur la fiscalité des entreprises avec une première chose, c'est le calendrier du passage à la facture électronique. Donc ça, c'était un sujet, l'année dernière, on l'avait évoqué, puisque c'était un sujet qui était dans les tuyaux, avec une première date d'échéance qui était prévue au 1er juillet 2024, donc dans 6 mois. Et donc, l'été dernier, il a été annoncé qu'il y allait avoir un report du calendrier. Et donc, le nouveau calendrier a été publié dans le cadre de la loi de finances, avec une première échéance au 1er septembre 2026. En sachant que les raisons de ce report sont principalement le fait que toutes les entreprises ne sont pas prêtes, et ça c'est sûr, que la plateforme, vous savez que tout passera indirectement par le système public, donc il y a une plateforme publique qui permettra de collecter les données pour aussi approcher des déclarations de TVA et faire des contrôles. Elle a besoin aussi un peu de temps pour bien être d'équerre, parce que demain, vous allez avoir toutes les entreprises de France qui vont faire transiter leur facturation via toutes ces plateformes. Donc, il y avait besoin de temps. Souvent, on me pose la question, est-ce que l'État a prévu un crédit d'impôt ou une aide pour faire passer en facturation électronique? Non. Là, ce qu'on dit au niveau politique, c'est que, étant donné qu'on a baissé l'IS de 33 à 25%, en contrepartie, on demande aux entreprises de faire les efforts pour passer sur cette facturation électronique et cette digitalisation qui maintenant s'approche, parce que même si on reporte toujours un petit peu de quelques mois, le temps passe, mais on s'approche de 2026. Ok. Le sujet des locations meublées, parce que ça fait un peu de bruit, je dirais, sur la fin de l'année, parce qu'effectivement le régime des loueurs en meublé, il y a quelques cadeaux fiscaux qui se promènent derrière le régime, notamment le fait que dans ce régime-là, on peut amortir les biens, on peut déduire un amortissement, et en parallèle, lorsqu'il y a vente du bien, on ne tient pas compte des amortissements déduits pour calculer la plus-value. Donc j'ai envie de dire, c'est un système gagnant-gagnant, on gagne des deux côtés. À la fois, au cours de la location, on déduit l'amortissement, et à la vente, on ne tient pas compte de cet amortissement. Donc il y avait eu des amendements qui avaient été pris et qui mettaient fin notamment à la déduction des amortissements. Donc ça, c'était le sujet. Amendements qui ont finalement été abandonnés. En fait, c'était le Sénat qui avait déposé une réforme un peu plus globale de cette location meublée, en disant, par rapport aux revenus fonciers en France qui sont maltraités, puisque vous êtes très fiscalisé sur les revenus fonciers, il faut que la location meublée soit cohérente par rapport aux revenus fonciers. Évidemment, le but étant que les locations meublées soient un peu moins attrayantes que ça l'est aujourd'hui. Bon, on vous le dit tout de suite, mais on enfonce aussi une porte ouverte. Ce qui a fait que le gouvernement a refusé ces amendements et qu'ils ont été retirés, c'est les JO, les JO de Paris, puisque vous savez que il y a une grosse activité meublée de tourisme qui va avoir lieu au moment des JO, parce qu'il faut loger tout le monde, qu'il n'y a pas assez d'hôtels en France, etc. Bref, je vous passe les détails. Et donc, en off, ce qui s'est dit dans les débats parlementaires, c'est qu'il y aurait, comme je vous l'ai dit, une grande loi en 2024 sur le logement, potentiellement une loi qui interviendrait plutôt sur la fin d'année, après les JO. Et après les JO, là, je suis à peu près sûr, mais on le dit depuis longtemps, qu'on va venir toucher fortement au système des locations meublées. Et en effet, soit on va refuser la déduction de l'amortissement, soit on va vous dire,
vous déduisez l'amortissement pendant le régime de croisière. Par contre, à la sortie, on ne tiendra plus compte, on tiendra compte des amortissements que vous avez déduits un peu comme une structure à l'IS. Donc, du coup, qui viendront augmenter la plus-value à la sortie. C'est ça. Donc, faut pas se leurrer. Tout le monde le sait. Tout le monde sait que c'est une niche fiscale. C'est connu, reconnu. Tout le monde en parle. Tout le monde vend des locations meublées. Nous, les premiers, on est obligé de dire à nos clients, aujourd'hui, en revenu foncier, vous êtes taxé de telle manière. En location meublée, c'est nettement moins cher. Les gens basculent du foncier en meublé, mais il y a évidemment, comme toujours, l'effet d'aubaine est là, mais l'administration le sait. Donc, on peut s'estimer qu'en début 2025, quand on vous parlera, il y aura probablement eu une réforme dans le cadre de cette fameuse loi sur le logement. Ouais, donc on voulait en parler parce qu'effectivement, cette année, du coup, il n'y a pas de mesures importantes sur la location meublée, surtout mais il y a un sujet, effectivement, comme le dit Christopher, qui est un sujet qui est dans les tuyaux. Faites attention, il y a des articles qui paraissent sur la réforme un peu des régimes micro, etc., mais ce sont des réformes qui sont aujourd'hui inapplicables. A priori, il y a eu une erreur quand ils ont appliqué le 49.3 au niveau du gouvernement et c'est des textes qui ne seront pas appliqués. Donc aujourd'hui, la location meublée est passée à côté, mais je pense que ça ne sera pas le cas dans un an. Un petit sujet sur la TVA, notamment sur les loueurs en meublé. Jusqu'à aujourd'hui, en fait, il y avait la TVA, comment ça fonctionnait. Alors, il y avait tout ce qui était les hôtels ou qui étaient de droit des activités soumises à TVA en hôtellerie. Et par contre, la location meublée, il y avait une notion de critères. Il y avait 4 critères et dès lors qu'on en remplissait 3 sur 4, on relevait alors de la TVA avec TVA sur les recettes, mais aussi TVA déductible sur les frais et aussi sur l'investissement. Donc les critères, c'était mise à disposition du linge, l'accueil, etc. Et donc aujourd'hui, en fait, donc il y avait ces 2 systèmes qui cohabitaient entre les activités d'hôtellerie classiques et les locations meublées. Et aujourd'hui, en fait, tout est réuni avec une règle commune. Mais du coup, en plus de ces 3 critères à remplir sur les 4, donc on les voit ici, un petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture du linge et la réception, il y a aussi une notion de prestation de courte durée, de moins de 30 nuitées. Alors, c'est un vrai sujet. C'est l'Union européenne qui, cet été, a dit ce régime n'est pas correct, etc. Donc, on essaye aujourd'hui de classifier entre le secteur hôtelier et para-hôtelier et le secteur dit résidentiel. Là aussi, c'est tout neuf, c'est tout récent. On n'a pas encore le détail de l'administration. Attendons de voir un peu ce que ça va être. Ça génère plein de problématiques, ce sujet de la TVA, parce que certains ne souhaitent pas être à la TVA pour pas gérer de la TVA et augmenter les loyers. D'autres veulent être à la TVA, notamment sur les résidences de tourisme, parce que vous récupérez la TVA sur l'investissement. Bref, il y a plein de sujets qui sont en train de se greffer sur cette problématique de TVA loueur en meublé. Et ce qu'on nous dit aussi, c'est que tout ça va être absorbé dans la grande loi sur le logement en 2024. Et on va remettre tout d'équerre pour éviter aussi des problématiques d'appel d'air sur la TVA, puisque vous savez qu'en revenu foncier, location nue, il n'y a pas de TVA. De TVA, tout à fait. Et alors, je voyais sur le meublé de tourisme, oui, aujourd'hui, le meublé de tourisme, ça reste le Graal un peu en matière de location meublée, en termes d'abattement pour le micro, etc. Peut-être que c'est la partie classée du meublé, quand vous serez classé meublé de tourisme, peut-être qu'elle échappera à certaines remises en cause de l'amortissement. Mais aujourd'hui, on ne sait pas trop, Bruno Le Maire, on sent bien qu'il a changé un peu de tonalité. On en discutait avant l'intervention. Vous savez, il y avait été évoqué le chèque alimentaire. En fait, le chèque alimentaire est abandonné. Il y a plusieurs mesures qui étaient prévues. Tout est abandonné au fur et à mesure. Pourquoi ? Parce que le poids des déficits, comme on a vu au démarrage, fait très, très mal. Donc, du coup, est-ce qu'on va sauver le meublé de tourisme ? J'ai quelques doutes. Et je voyais aussi une question, tant que j'y suis, sur l'amortissement du meublé n'est pas une niche fiscale, c'est le refus de l'amortissement des locaux en revenu foncier. Oui, sauf que quand vous amortissez en revenu foncier, vous avez une exonération en matière de plus-value au bout, même qui est très lointaine, 22 ans pour l'IR et 30 ans pour les prélèvements sociaux. Donc ça, je pense que je peux comprendre votre réflexion, Jean-Noël, mais ça, c'est pas du tout l'approche de l'administration fiscale. Elle considère que dès lors que vous amortissez, soit on en tient compte à la sortie, soit on vous refuse l'amortissement. Pour l'instant, c'est ça leur logique.
Ok, du coup, là, on est sur alors, attends, pardon. Le crédit d'impôt en faveur des investissements dans l'industrie verte. Alors, on l'a mis ici, sachant qu'il y aura peu de projets concernés. Forcément, c'est pas des mesures de grande ampleur, mais qui peuvent l'être par leur montant. Mais il n'y aura pas énormément de projets accompagnés là-dessus. Mais c'était aussi pour vous donner de l'info sur effectivement la volonté pour l'État pour le gouvernement de soutenir le développement de ces filières, hein, puisque là on parle des filières, tout ce qui est production de batteries, panneaux solaires, éoliennes, pompes à chaleur, avec des crédits d'impôt en faveur de ces projets. Alors, vous voyez, il y a une notion d'agrément auprès du ministre chargé du budget, donc on va être sur quelques projets sur le plan national, mais avec une sorte de subvention assez forte, hein, puisque vous avez les taux sur les investissements en fonction de la taille des entreprises et les plafonds qui peuvent jusqu'où on peut aller. Voilà. Ça va être piloté en lien avec l'Union européenne aussi, parce que c'est des subventions et l'ADEME. Je vois qu'il y a pas mal de questions sur la location meublée. Ça concerne LMP, LMNP, hein, vous savez, location meublée professionnelle, location meublée non professionnelle. La réforme concernera tout le monde. Et pour la TVA, c'est la slide d'avant. Il n'y a pas un gros changement sur la TVA. Mais nous, on est persuadés que tout ça va bouger. Ça fait quelques années qu'on dit que, y compris à nos clients, faites attention, vous basculez en location meublée, ce qui est vrai parce que c'est plus avantageux. Mais sincèrement, c'était trop beau pour que ça dure. Hein. Oui, on cumule quand même deux choses, l'amortissement et déductible et la non prise en compte pour le calcul de la plus-value. Hein. Un petit point, on revient ici sur la CVAE. Hein, ça fait déjà quelques années que c'est dans les tuyaux, mais qui était lancée, je dirais, la suppression progressive de la CVAE, avec normalement une suppression qui devait être effective pour 2024. Et là, alors je pense au regard aussi de l'ampleur des déficits. Donc la suppression est maintenue, mais repoussée. Elle va être étalée pour être effective qu'en 2027. Hein. Donc là, ça va finalement, là où on devait être à 100% d'exo, suppression totale en 2024, ça ne sera qu'en 2027. Exactement, c'est pour combler les trous du déficit. C'est en effet ce qu'a demandé Bruno Le Maire. Alors là, vous êtes sur le sujet des taxes sur les véhicules, sujet qui passionne souvent certains de nos dirigeants qui sont des passionnés de voitures, hein, d'automobiles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez deux techniques. Soit vous mettez votre véhicule dans la société et vous risquez des taxes sur la société, on va y venir. Soit vous mettez votre véhicule à titre perso et vous versez des indemnités kilométriques. Là, on est vraiment dans l'hypothèse, les véhicules sont dans la structure. Aujourd'hui, alors j'enlève les véhicules utilitaires qui sont exclus de tout ça, mais tous les véhicules de tourisme, donc 3008, un Porsche, une Audi, une BM, ce que vous voulez en matière automobile, tout ce qui est véhicule de tourisme a toujours été un peu taxé par l'État. C'est-à-dire qu'on vous autorise à les mettre dans les structures. La contrepartie, c'est que on doit avoir un avantage en nature pour les dirigeants ou pour ceux qui utilisent des cadres ou des salariés, tout à fait, à titre perso. Mais il y a aussi des taxes au quotidien. Alors, il y en a plusieurs. Il y a des taxes qu'on le verra après, taxes quand vous achetez, des taxes à l'immatriculation, mais vous avez surtout une taxe qui s'appelle la TVTS, qu'on n'appelle plus la TVTS parce qu'elle a changé, mais qui est une taxe que vous payez chaque année en fonction de beaucoup de critères. Cette taxe est notamment en fonction de la date d'immatriculation, en fonction de l'émission de CO2 que procure votre véhicule. Bon, le but, c'est pas de rentrer non plus dans le détail. On vous a mis des tableaux. Ce qu'on voulait vous montrer, c'est que aujourd'hui, on incite les sociétés à ne plus avoir de véhicules de tourisme qui ne seraient pas électriques. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les véhicules électriques sont exclus de ces taxes-là. Par contre, les hybrides, à compter du 1er janvier 2024, rentrent dans ces fameux taxes véhicules de société. Et vous voyez que la progression, sans rentrer dans le détail, de la Clio, de la 3008 ou de l'Espace qui a été immatriculée il y a 20 ans, qui là, autant vous dire, est une voiture qui, selon l'État, pollue énormément. Donc là, vous voyez, la taxe fait qu'on n'a pas beaucoup de clients qui ont des vieux véhicules dans les sociétés parce que on vous assassine en termes de taxes. C'est plus cher que la voiture. Et c'est une taxe annuelle. Et c'est une taxe annuelle. Donc autant vous dire que la politique fiscale, quand elle a décidé de se mettre dans un sujet, fait qu'elle est très vite dissuasive. Et c'est ce qui se passe. Ouais. Donc, juste faites attention, l'électrique
est exclu. Par contre, les hybrides et les thermiques restent soumis à ces taxes qui vont faire qu'augmenter dans les années à venir. Et ouais, voilà, avec des augmentations fortes. L'idée surtout, c'était ici de vous alerter là-dessus, puisque alors, si on prend juste le premier exemple de la 3008, on passe quand même de moins de 500 € à plus de 1500 € en 2027, chaque année. Donc des augmentations très fortes. Très fortes. Ouais. Et du coup, on a aussi le point sur la taxe à l'immatriculation. Sur l'immatriculation, donc ça, c'est la taxe à la première immatriculation du véhicule, avec là aussi des montants. Voilà, les véhicules, je dirais, thermiques sont de plus en plus taxés à l'immatriculation. Il y a des notions de seuil de déclenchement du barème qui sont abaissés. C'est-à-dire que avant on parlait de 123 grammes, on passe à 118. Des montants qui allaient jusqu'à 50 000, qui maintenant peuvent aller jusqu'à 60 000. Alors bien sûr, c'est pour les véhicules les plus volants. Mais vous voyez, des montants qui peuvent être assez dissuasifs et qui forcément vont impacter le marché de toute façon du véhicule. Mais je dirais c'est en lien avec la tendance aujourd'hui, et aujourd'hui il y a vraiment un cap. Il y a quelques années le véhicule électrique était un peu anecdotique. Aujourd'hui c'est plus le cas au niveau des immatriculations. Voilà, c'est la tendance. L'État veut s'attaquer à tout ça, donc faites attention, faites bien vos calculs quand vous lancez. On a des clients qui se lancent qui disent l'hybride, etc. Attention, il y a des concessions qui vendent des hybrides considérant qu'il n'y a pas de TVTS. Mais attention, maintenant, 1er janvier 2024, vous avez cette taxe. Ouais. Donc, il faut faire attention. Je vois que dans le chat, ça continue de débattre sur la location meublée. Ouais, donc je vois l'obligation d'avoir un cabinet comptable en location meublée non professionnelle. Alors, il n'y a pas d'obligation. Ce qui est sûr, c'est qu'en location meublée, soit on est dans un régime micro, sous-entendu, on ne déclare que le chiffre d'affaires. Donc là, il n'y a pas d'obligation de tenir de comptabilité, de faire une déclaration entre guillemets en réel. Et dès lors qu'on est sur un régime fiscal réel, là, par contre, il y a obligation de tenir une comptabilité et de déposer une déclaration fiscale propre aux locations meublées, déclaration fiscale en bonne et due forme. Alors, bien sûr, les cabinets comptables peuvent vous assister là-dessus, mais il n'y a pas d'obligation d'avoir un cabinet comptable. Je vois une petite question de Jean-Noël sur la conformité de l'Union européenne, des textes à l'Union. Alors, c'est un vrai sujet. Il faut savoir que les lois de finances aujourd'hui sont systématiquement déposées devant le Conseil constitutionnel pour validation. Évidemment, aujourd'hui, nous, on est obligé d'appliquer les textes. Il y a des sujets de conformité qui peuvent se poser, mais ça veut dire générer un contentieux, aller devant le Conseil d'État, puis après demander au Conseil d'État de transférer au Conseil constitutionnel qui va transférer à la Cour européenne. Aujourd'hui, nous, vis-à-vis de nos clients, on est obligé d'appliquer les mesures, même si certaines, des fois, paraissent non conformes, dès lors qu'elles ont été validées par le Conseil constitutionnel et promulguées par le président de la République. Nous sommes obligés d'en parler, et c'est vrai qu'on n'a pas le temps trop de parler, des fois, de la conformité au plan fiscal. On voulait vous parler aussi des contrôles fiscaux, mais ça, c'est plus un point d'attention. Ce qu'on dit, nous, en cabinet depuis longtemps, et moi d'autant plus qui fait pas mal de contentieux. Si vous voulez, aujourd'hui, l'administration fiscale, elle a des armes pour lutter contre la fraude fiscale, mais pas que la fraude fiscale, aussi contre les erreurs, qui est démentielle. Pourquoi ? Parce que ce qu'on connaît aujourd'hui avec les réseaux sociaux en France et les bases de données partout dans le monde, l'administration fiscale, c'est pareil. Elle a ce qu'on appelle le data mining, c'est-à-dire aujourd'hui l'analyse quasiment systématique des données qu'elle récupère à droite à gauche, parce que tout est digitalisé. Et il faut vous dire que 52% des contrôles aujourd'hui sont déclenchés grâce au data mining, c'est-à-dire à l'exploitation des bases de données. Ça veut dire que nous, quand on a un contrôle fiscal qui se présente et qu'on arrive devant l'inspecteur en sait déjà beaucoup plus que nous, puisque lui, il a déjà l'exploitation des données qui est tombée sur son bureau. Donc c'est une vraie problématique, et doublé de ça de l'intelligence artificielle qui, là, grâce à la programmation d'algorithmes, est capable de vous détecter de manière systémique en France sur des sujets qui n'auront pas bien été traités. Je pense à la déclaration des biens immobiliers qu'on a fait cet été avec les mètres carrés, les caves, les garages, etc. Le nom des locataires. Le nom de locataires, etc. Aujourd'hui, quand vous faites coupler data mining, vous couplez ça avec l'intelligence artificielle, aujourd'hui, l'administration dispose de moyens colossaux pour retrouver des erreurs. C'est le fameux cas du partenariat
sur le foncier innovant, enfin c'est les piscines qu'on a bien connues. Ils ont attrapé, je voyais les statistiques, je crois en 2022, 20 000 piscines en France. Je crois que dans le Maine-et-Loire, c'est 553. Ça a récupéré à la fois des taxes d'aménagement à la création de la piscine, puis des taxes foncières supplémentaires pendant tout le temps des piscines. Et donc ça, c'est par le biais de l'analyse de Google Earth, en fait. De Google Earth, voilà, avec les vues aériennes. Exactement. Là, c'est impressionnant. Il faut vous dire que nous, par exemple, lorsqu'on fusionne des sociétés, on peut avoir la détection d'un contrôle fiscal parce qu'il y a des variations importantes. Vous avez des variations de stock, ça peut déclencher un contrôle parce que Bercy, aujourd'hui, est capable de diligenter des contrôles grâce à ce data mining. On vous a mis quelques chiffres. Vous savez, Gabriel Attal, notre Premier ministre actuel, a été aussi au budget, et donc il avait accentué le sujet des contrôles fiscaux. Donc, on a une hausse des rentrées. On a à peu près 10 milliards qui rentrent. Et puis, le data mining, je vous l'ai dit, 52% des contrôles, ce qui est gigantesque, avec toujours une intrusion, parce que moi, je parle d'intrusion, dans votre vie quotidienne. Pourquoi? Parce que là, on autorise l'administration fiscale à maintenant travailler sous pseudonyme, c'est-à-dire pour aller sur vos plateformes Facebook, TikTok, Instagram. Si aujourd'hui vous n'êtes pas inscrit sur ces réseaux sociaux, vous n'avez pas accès à la page de tout le monde, d'accord? Évidemment, moi aujourd'hui, je suis pas sur Instagram, je suis pas sur Twitter, je suis pas sur tout ça. Par contre, si je veux aller voir demain le profil de Jérôme qui est peut-être public, eh bien, en fait, je ne vais pas aller écrire christophersilly@dgfi.finance.gouv.fr. Donc, ils autorisent à ce qu'on crée que l'administration fiscale crée des pseudonymes pour passer inaperçu, pour aller récupérer l'ensemble des données qu'a partagé Jérôme sur ses réseaux sociaux, TikTok, Instagram, etc., y compris privés. Les lieux de vacances. Les lieux de vacances, etc. Le but étant de recouper toutes ces informations de vie privée pour checker votre revenu fiscal de référence en disant est-ce que tout ça est bien en lien avec son IFI, avec son impôt sur le revenu, etc. Je vois la question qui m'est souvent posée, est-ce que c'est conforme à la RGPD, etc., etc., Big Brother, les bases de données, mais tout ça aujourd'hui, l'administration fiscale s'en contrefiche, d'autant plus que c'est validé par le Conseil constitutionnel. Pour ceux qui connaissent, mais je pense que vous connaissez tous, le fameux site Papers, P-A-2-P-E-R-S, qui aujourd'hui ouvre l'ensemble des bases de données des infogreffes, société.com. Vous avez les cabis de tout le monde, les adresses de tout le monde, les dépôts de comptes de tout le monde, les comptes, les bilans de tout le monde. Avec même des anomalies, entre guillemets. Même si on a fait le choix au niveau du greffe, il y a des possibilités de demander la confidentialité des comptes. On a retrouvé des situations où sur le site Infogreffe, c'était bien confidentiel, mais ça ne l'était pas sur Papers. Exactement. Et donc, aujourd'hui, certes, moi, d'un point de vue avocat, j'ai envie de vous dire, tout ça est presque anormal, surtout quand on commence à rentrer dans des réseaux sociaux ou des sites Internet avec des pseudonymes, voire des applications de messagerie, ce qui, moi, quand même, me paraît bizarre. Mais que voulez-vous que je vous dise, le Conseil constitutionnel valide, considérant qu'il n'y a pas de sujet. Bon, moi, je pense qu'il y en a quand même un, mais pour l'instant, ça n'a pas empêché de faire des redressements sur les piscines et sur d'autres dossiers. Je vous en cite un sujet qui est un classique. Quand vous êtes exonéré au titre de votre résidence principale sur la vente de cette résidence principale, aujourd'hui, il y a toujours des petits malins qui essayent de se dire ma villa à Cannes, elle a plus de plus-value que ma maison à Angers, donc je mets ma résidence principale à Cannes. Aujourd'hui, l'administration, avec son droit de communication, peut demander à EDF votre consommation d'électrique grâce à Linky, votre consommation d'eau, à la poste si vous avez un détournement de courrier, etc., etc. Et en fait, tout ça, ce sont des droits de communication qui sont totalement légaux, en fait. Et qui permettent factuellement de savoir si, effectivement, la résidence principale est à Cannes ou à Angers, clairement. Exactement. Alors, et le dernier point qui est tellement aberrant, mais qui est un petit point, parce que ça concerne très peu de personnes, mais c'est la fameuse notion d'aviseurs fiscaux qui a été créée il y a 4 ans, de mémoire, qui, grosso modo, est un système de délation. C'est-à-dire ceux qui ont connaissance de fraude fiscale de plus de 100 000 euros dans certaines grosses entreprises, eh bien, s'ils vont voir l'État et que l'État contrôle et que ce contrôle donne bien lieu à un redressement de plus de 100 000 euros, eh bien, dans ces cas-là, vous avez une com
hein, pour être vulgaire. Vous avez une commission sur le redressement. Et vous voyez, là, on a les chiffres officiels. L'État a récupéré aujourd'hui 317 demandes de personnes qui souhaitaient communiquer. Sur ces 317 demandes, il y a eu 6 indemnisations et qui ont permis de recouvrer 110 millions d'euros et qui ont permis de verser une com d'1 million, un peu plus d'1,8 million. Donc effectivement, c'est anecdotique, mais pas par les montants. Pas par les montants, ouais, tout à fait. Et puis sur le principe même, j'ai envie de dire. Et donc sur le principe même, ça aussi, dispositif validé par le Conseil constitutionnel. Là aussi, on pourrait se dire, très bizarre, quand on sait ce qu'on a connu en France il y a une centaine d'années maintenant. Mais bon. Voilà, donc on a fait le tour, on a fait le tour en tout cas des mesures qu'on avait sélectionnées, hein, parce que bien sûr il y a d'autres mesures, mais qui nous paraissaient trop anecdotiques pour en parler aujourd'hui. Donc voilà la sélection. Donc vous l'avez vu, pas de grosses réformes sur cette année. Donc voilà, donc on va peut-être revoir un peu. On arrive au terme de cette présentation. On va reprendre pour voir si on peut répondre à quelques autres questions. Il est intéressant de voir que l'administration ne corrige pas les erreurs flagrantes du cadastre dès lors qu'il fait rembourser les propriétaires. Oui. Ok. Les infos de Papers ne viennent-elles pas des bases data.gouv qui sont également lisibles par tous? Ouais, en fait, ils ont ouvert les droits. Avant, c'était détenu par Infogreffe. Il fallait payer des fois pour avoir certaines données. Aujourd'hui, tout est public. Y a-t-il toujours la recherche sur les 3 années précédentes? Oui, la prescription, c'est toujours 3 années précédentes plus l'année en cours. Est-ce légal? Malheureusement, c'est validé par le Conseil constitutionnel. La facturation électronique. Alors, dès lors qu'on est assujetti TVA, il y aura obligation, on sera soumis à l'obligation de facture électronique. La taxe, ok, ça on l'a vu. Alors, si nous avons choisi de louer un logement à l'MNP aujourd'hui, combien de temps sommes-nous engagés? Il n'y a pas d'engagement. Il n'y a pas d'engagement. Après, la sortie n'est pas sans impact. Il faut mesurer ça, mais il n'y a pas d'engagement. Non, il n'y a pas d'engagement. La délation va devenir un vrai business. 1 million aujourd'hui, 1 800 000 euros. Voilà, c'est les chiffres de l'État. Pour rien vous cacher. Alors, évidemment, dès lors que ça vise des pratiques comme certaines grandes banques qui font de la fraude fiscale organisée, etc., moi, j'ai aucun débat là-dessus. Je suis le premier à dénoncer ce type de pratique. Je pense plutôt que ces dispositifs me gênent tout le temps parce que ça part d'un bon sentiment où tout le monde est d'accord et parfois, petit à petit, les dispositifs sont prorogés, puis sont étendus, et c'est le cas notamment du fait qu'on puisse. Avant, par exemple, pour les réseaux sociaux, on disait tout ce qui est public sans s'inscrire peuvent être récupérés. À la limite, pourquoi pas, les gens décident de mettre des choses sur le secteur public, voilà. Maintenant, on vous dit, vous voyez, vous pouvez même vous inscrire sous pseudonyme pour récupérer les infos. Donc, il y a un moment, on se dit, mais jusqu'où ça va aller? Donc, il faut faire très attention. Voilà. Okay. De toute façon, si vous avez des questions, vous avez nos adresses mail. Vous pouvez continuer d'ailleurs d'écrire sur le chat et on vous répondra. Vous avez le support qui va vous être mis à disposition et qui reste quasiment 6 mois à disposition. Et puis, vous pouvez revoir en replay ce webinaire. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis, on vous remercie de la participation dans le chat. C'est toujours agréable d'avoir des questions en parallèle. Et puis, on vous dit à une prochaine fois. À une prochaine fois, l'année prochaine. Et en attendant, on vous souhaite une bonne journée. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.